Jacqueline de Romilly a d'abord travaillé sur Thucydide, historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Professeure à la Sorbonne, elle y dirige jusqu'en 1973 le département grec. Elle publie à cette époque La tragédie grecque en 1970 aux presses universitaires de France. En 1971, La loi dans la pensée grecque des origines à Aristote aux Belles Lettres. Et puis depuis 1973, Jacqueline de Romilly est la seule femme professeure au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. En 1975, elle fait paraître Problème de la démocratie grecque chez Hermann, collection Savoir. Jacqueline de Romilly a aussi publié Nous autres professeurs chez Fayard en 69, une réflexion sur le métier d'enseignant. Jacqueline de Romilly, où vous situez-vous dans la pensée contemporaine? Eh bien, écoutez, il y a deux étiquettes que je revendique, celle de professeur et celle de spécialiste de la Grèce ancienne. Pour le reste, je ne suis pas sûr qu'un large public s'intéresse à mes opinions et je préférerais ne pas vous les indiquer pour la raison suivante, c'est que je vais défendre le grec, je représente un peu le grec ici, et je ne voudrais pas le compromettre dans des choix qui me sont personnels. Il est à tous et il n'a pas, lui, de couleur. Alors si vous me pardonnez, je ne répondrai pas. Quel est le rôle des intellectuels dans la société? Alors là, je pense qu'il y a un petit malentendu de sens. Actuellement, avec l'importance des masses médias, on a tendance à appeler intellectuels quelquefois des gens qui sont plutôt des propagandistes au service de causes ou de systèmes pensés par d'autres et qui réalisent ce paradoxe d'être à la fois engagés et irresponsables. Cela, je suis contre. Mais si on entend par intellectuel quelqu'un qui cherche passionnément la vérité par tous les moyens, par la réflexion, par l'enquête, par la comparaison avec d'autres pays, avec d'autres époques, alors je pense qu'il n'y a pas de plus beau rôle que celui des intellectuels, puisque la réflexion commune progresse à travers eux. J'ai cité dans ces moyens d'information la comparaison avec d'autres époques. Cela préparait l'idée, en laquelle je crois très fermement, que la familiarité avec la Grèce ancienne peut encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, être d'une grande utilité dans notre monde. Mais d'abord, il faut qu'une chose soit bien claire, c'est qu'il ne s'agit pas de revenir à des vieilles recettes, de connaître la Grèce de la même façon qu'on a pu le faire au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Non seulement les connaissances se sont renouvelées, mais nos curiosités sont autres. Racine imitait des pièces d'Euripide. Sartre a adapté, fait jouer une pièce d'Euripide. Mais ce n'était pas le même Euripide. Racine choisissait des pièces sur l'amour. Nous avons vu une pièce sur la politique, sur la guerre. Et la Grèce antique vivait une vie dans laquelle la politique se mêlait à tout, était primordiale. Je pense que ça, c'est un des points par où, actuellement, nous nous rapprochons d'elle. D'autre part, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on demandait à la Grèce des modèles littéraires ou moraux. Ce n'est plus notre approche. Ce qui nous émerveille, c'est cet élan intérieur qui fait que très rapidement, la Grèce est passée d'un état de royauté primitive, de pensée archaïque, mythique, de choses proches des états que nous appellerions primitifs. À quoi? À la démocratie, au rationnel, à la science, à la médecine, à l'histoire, à la philosophie. C'est cet élan qui offre un champ d'expérience privilégié. Ça nous ramène à un moment où la raison, le sacré, tout ça était encore allié, et ça nous ramène à ce mouvement de dynamisme intérieur dont, en réalité, toute notre civilisation occidentale est partie. C'est pas un modèle, c'est un modèle de dynamisme intérieur. Seulement, alors, on peut dire, pourquoi y revenir? Il serait normal de dire, bon, ils nous ont rendu un très grand service, mais maintenant nous avons autre chose à faire, nous avons le présent qui est assez accaparant. Eh bien, je pense que justement dans le présent, on a grand besoin de revenir à ça. D'abord, nous avons besoin de recul.
La vie actuelle est complexe, rapide, l'information se précipite sur nous d'heure en heure, on ne voit plus l'ensemble, en plus nos mots sont usés à force de discuter, tout le monde se plaint de la difficulté de la communication. Eh bien les Grecs vivaient dans des petites cités à échelle humaine. Ils adoraient comprendre, discuter d'idées abstraites, ils inventaient les mots pour ces idées. Et en les revoyant dans cette clarté première, nous pouvons peut-être mettre un peu d'idées de clarté dans les nôtres aussi. Ce ne sont pas les mêmes, naturellement. Je prends un exemple, un seul. Dans nos journaux, on voit s'opposer continuellement, comme chose inconciliable, l'ordre et la loi d'une part, la liberté d'autre part. Eh bien, dans n'importe quel texte grec, on trouve que ces deux notions sont complémentaires, elles sont nées en fonction l'une de l'autre. La loi était la garantie des libertés, de la démocratie, le signe même de la liberté. C'était quelque chose de vivant, c'était quelque chose qui s'opposait à l'arbitraire d'un maître. Voyez par exemple ce que dit Démosthène à propos d'une violence dont il avait été l'objet. Tout à l'heure, quand le tribunal aura levé séance, chacun de vous rentrera chez lui. L'un d'un pas vif peut-être, l'autre plus lentement, sans s'inquiéter, sans se retourner, sans avoir peur, sans se demander si l'homme qu'il va rencontrer est un ami pour lui ou ne l'est pas, s'il est grand ou petit, s'il est vigoureux ou chétif, sans se poser aucune de ces questions. Pourquoi donc? Parce qu'il sait, au fond de lui-même, dans la ferme confiance qu'il a pour le régime, que personne ne viendra l'enlever, ni le frapper, ni lui faire violence. Alors, cette sécurité qui accompagne vos pas, pourriez-vous partir d'ici sans me l'avoir garantie? Ah, n'en faites rien, juge. Ne trahissez pas ma cause, la vôtre, ni celle des lois. Il dit donc que la loi garantit la sécurité des personnes, mais aussi le pouvoir des magistrats de l'État. Ce ne sont pas, explique-t-il, parce qu'ils sont les plus forts ou les plus vigoureux qu'ils ont un pouvoir dans l'État. C'est à cause de la force des lois. Or, cette force des lois, en quoi consiste-t-elle? Est-ce à dire qu'elles accourent pour assister celui d'entre vous qui, victime d'une injustice, criera à l'aide? Non. Elles ne sont qu'un texte écrit qui ne saurait posséder un tel pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait leur force? Vous-même, à condition de les fortifier et de mettre en toute occasion leur puissance souveraine au service de l'homme qui les réclame. Voilà comment vous faites la force des lois, de même qu'elles font la vôtre. Vous voyez, je ne dis pas que le problème actuel se pose de façon aussi simple. Je dis qu'il faut remonter au moment où il se posait de façon simple, chercher pourquoi c'est différent, et se demander si nous ne laissons pas, nous, un petit peu tomber un des éléments essentiels qui était à l'origine de ce progrès que nous voulons continuer. J'aurais pu choisir d'autres exemples, certains où la ressemblance avec le présent serait plus frappante. Il y a des textes terribles de l'historien Thucydide montrant comment toutes les cités de la Grèce sont déchirées par la lutte entre les deux grands qui entretient la guerre civile partout, ou bien comment la force prime le droit et cherchant désespérément des solutions. J'ai choisi le texte de Démosthène parce que ça m'amène à un autre aspect, c'est que notre société n'est pas seulement difficile à comprendre, elle est difficile à adopter, difficile de s'y adapter. Tout change trop vite, on le sait. D'autre part, la société a des moyens trop grands, trop inhumains. Alors il y a une réaction ou de fuite ou de révolte, et notre littérature, toutes les manifestations artistiques montrent bien cet aspect destructeur qui prime tout, qui implique une espèce de défection intérieure. Eh bien les Grecs, oh attention, les Grecs n'étaient pas du tout des gens qui vivaient dans un optimisme béat, loin de là. Ils vivaient, je l'ai dit, dans la guerre, dans la lutte, dans les difficultés. Ils ont d'autre part inventé le genre littéraire de la tragédie et par suite le sens du tragique. Ils ont vu les misères de l'homme. Le poète Pindare a une définition de l'homme qui est peut-être ce qu'on peut dire de pire, qui dit «
l'homme n'est que le rêve du nombre, c'est-à-dire rien, moins que rien. Seulement, il a ajouté, mais quand les dieux dirigent sur lui un rayon, alors un éclat brillant l'environne et douce est son existence. Eh bien, cette confiance quand même, cette confiance lucide me paraît extraordinairement caractéristique de la Grèce et extraordinairement utile pour nous. C'est dans des tragédies au moment les plus durs que l'on voit soudain s'épanouir ces chants de confiance. Dans Antigone, une pièce bien connue et bien tonifiante, il y a un passage qui est destiné à condamner les erreurs morales de l'homme, et il commence par un des plus beaux chants à la gloire de la civilisation et des ressources de l'homme. Il est bien des merveilles en ce monde. Il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui sait traverser la mer grise, à l'heure où souffle le vent du sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. Il est l'être qui tourmente la déesse auguste entre toutes, la terre éternelle et infatigable, avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnant sans répit, celui qui la fait labourer par le produit de ses cavales. Dans Édipe à Colonne, on voit arriver Édipe, vieux, souillé de crimes atroces, maudit, banni, qui vient mourir dans ce petit bourg de l'Attique qu'est Colonne. On s'attendrait à des chants amers, désespérés. Eh bien, voici le début de ce que l'on entend. En ce pays de bons chevaux, tu as rencontré, étranger, le plus beau séjour de la terre. C'est ici la blanche colonne où l'harmonieux rossignol, plus qu'ailleurs, se plaît à chanter au fond des vallons verdoyants. Il habite le lierre sombre, l'inviolable ramée du dieu, que son épaisse frondaison protège en même temps du soleil et du vent de toute tempête. Je pense quant à moi, chacun peut-être sa Grèce, mais je pense quant à moi que dans le monde actuel, il est singulièrement précieux de pouvoir se réchauffer un peu à cette flamme et à cette lumière. Seulement on me dira, comment faire? Nous ne pouvons pas tous être hellénistes, c'est évident. Eh bien d'abord, à tout âge, en tout lieu, on peut lire des traductions, on peut lire des livres sur la Grèce. La Grèce est à la disposition de tous, et jamais il n'y a eu tant de traductions, de livres, et ni si abordables. Et puis, on peut aussi nous aider à faire que le grec, qui subit une crise, reprenne, se maintienne, se développe dans l'enseignement, et dans l'enseignement à un niveau qui est encore celui où se forment les esprits des jeunes, et justement où ils peuvent avoir le contact avec ces qualités, dont je n'ai énuméré naturellement que quelques-unes. Il serait absurde de penser que seul le grec a cette vertu. S'il en était ainsi, ce serait à désespérer, car il y a peu d'hellénistes. Mais il faut bien voir que derrière le grec, c'est la culture qui est en cause, et que c'est en songeant trop uniquement à la formation professionnelle qu'on risque de priver les hommes de demain de ces qualités, de cette force qu'ils pourraient employer comme ils le voudraient, dans le sens qu'ils voudraient. À mon avis, cette évolution de l'enseignement est une sorte de suicide. C'est pourquoi je plaide pour cette cause.